Alors justement, la question de la fin du monopole de Bercy dans le déclenchement des poursuites, ça c'est un sujet qui a fait bouillir la salle en fin de matinée ce matin parce que l'ensemble de nos intervenants étaient très remontés sur cette question-là et sur le fait le statu quo proposé par le gouvernement sur cette loi. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de cette proposition du gouvernement? Est-ce que vous allez le voter tel quel? Et est-ce que le Sénat va essayer d'aller plus loin pour mettre fin à ce monopole? Je vous laisse la parole en premier. Bonsoir, bonjour à vous tous. Merci de votre invitation. Merci aussi et surtout de votre action, qui est essentielle. Ce que je veux dire au préalable, c'est qu'il y a quand même une conjoncture favorable face à une véritable pieuvre. La conjoncture favorable, c'est que les recettes fiscales s'effondrent et que donc les États, à un moment, sont obligés d'aller chercher l'argent. Parce que c'est pour ça qu'ils le font, ne vous trompez pas. La deuxième raison, c'est le poids des ONG. Et moi, depuis que j'ai commencé le rapport pour la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée avec Alain Bocquet, je suis impressionné de la différence même, j'allais dire, enfin de la fausse différence, parce qu'ils font semblant de ne pas savoir, mais ils savent très bien. Mais c'est du niveau d'expertise des ONG qui est capital face à un appareil d'État qui fait semblant de ne pas savoir. J'ajoute enfin, et je ne suis pas suspect, de proximité avec les États-Unis, mais reconnaissons que c'est grâce aux États-Unis d'Amérique et au Congrès américain et à la loi FATCA et donc à un rapport de force d'État à État que le système a bougé. Et il faut le reconnaître parce que sinon, il n'y aurait rien. Et on n'aurait pas pu bousculer les choses. Ce que je veux dire, je vais venir tout de suite au fait. Mais moi, je suis, j'avoue, avec Alain Bocquet, on sort chaque mardi, puisqu'on fait nos séances d'audition le mardi, et pourtant on en a vu des choses. Moi, je suis parlementaire depuis 1997, commence à faire un bail. Je sors chaque mardi de ma séance avec Alain, plus que consterné, écœuré, avec un vague à l'âme, mais je peux vous le jurer, profond. C'est-à-dire, je me dis, mais chaque mardi, j'apprends des choses qui m'écœurent en tant que député de la nation, mais en tant que citoyen. C'est ahurissant. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui m'a le plus, le plus effrayé, et ce que j'ai découvert, c'est que derrière la mondialisation, derrière ces choses faussement compliquées, il y a une démission de l'appareil d'État français, je pèse mes mots, qui est liée aussi à un contexte politique. On a couvert ça pendant des années. On a, au nom de l'esprit d'entreprise mal assumé, d'un faux libéralisme, ce libéralisme, ce n'est pas le règne de la jungle, on a donné des feux verts au nom aussi du passage scandaleux, qui est une des causes majeures entre le privé et le public, entre Bercy et les banques, un effondrement de l'appareil d'État français, un effondrement. Et c'est ça qui est le plus grave. Et en même temps, qui est une source d'espoir, parce que si on reconstruit l'État, on aura des résultats. Tout n'est pas la faute de la mondialisation, d'Internet, des échanges, et même de l'Union européenne, encore qu'ils aient une lourde responsabilité parce qu'ils en jouent beaucoup. Mais vraiment, une démission incroyable. Et nous, ce qu'on s'efforce de faire, et je vais venir au point précis, avec Alain Bocquet, c'est de ne pas réécrire ce qui a été écrit par le Sénat très bien, il y a eu le rapport Brard, il y a eu le rapport Montebourg, il y a eu une quantité de rapports. Mais c'est de voir les points, j'allais dire, moi je dis, je suis un peu l'acupuncteur, avec nos petites aiguilles, taper les bons nerfs. Et on s'aperçoit qu'il y a quantité de mesures très précises qui pourraient être prises rapidement à la condition de faire un grand ménage, et un vrai ménage. Alors, je vais être très franc, je ne suis pas là à titre d'opinion politique, parce qu'on ne va pas mettre d'arrière-pensée politicienne là-dessus. Tous les gouvernements ont été très passifs là-dessus. Je sens un réveil dans ce gouvernement et je dis bravo pour ce réveil. Moi, je dis bravo, il y a un réveil. Mais, je mets un mais, attention à que ce réveil ne soit pas un alibi. C'est-à-dire, ça s'agite, il faut quand même faire quelque chose, parce que on a dit qu'on allait lutter contre la finance, donc il faut quand même qu'on sorte quelque chose.
Je fais une parenthèse. Et puis, ça bouge quand même. Les États-Unis font quelque chose. Donc, on va quand même donner un peu... Allez, on va vous donner un os à ronger. Et je le dis sans arrière-pensée politique, parce que le gouvernement d'avant, c'était mille fois pire. Donc, il n'y a pas de... Dans cette affaire... voilà. Et c'est d'ailleurs pas une affaire gauche-droite, c'est une affaire au sein de la gauche et au sein de la droite, entre ceux qui croient à la volonté politique, à l'État, à la République, et ceux qui croient qu'il faut tout abandonner. Et alors j'en veux pour preuve le projet de loi. J'en viens au projet de loi. Projet de loi, il y a deux mesures qui me paraissent très intéressantes, qui sont fortes. C'est l'article, je crois que c'est le 3 et le 10 de mémoire. C'est l'escroquerie en bande organisée qui va permettre de donner des moyens supplémentaires, c'est-à-dire l'application du PERBEN 2 sur, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Qui va, je crois que c'est l'article 3, qui va donner des moyens importants. Et ça, c'était demandé depuis longtemps. Et puis, c'est l'article 10. Mais il y a un point où il fallait prendre la Bastille et où il ne va rien se passer. C'est l'affaire du CIF et du monopole du ministre. Nous sommes sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, ça veut dire quoi ? On a déjà dit ce matin, excusez-moi, oui, ce que c'était le CIF. Est-ce que vous pouvez voilà. le redire pour... Le CIF, c'est très simple, c'est que quand il y a un service fiscal qui voit par exemple, un procureur me racontait, il y a un riche homme d'affaires dans un département qui a un avion privé, un terrain d'aviation, un château, un hôtel particulier à Paris qui ne paye pas d'impôts depuis 15 ans. Bon. Il y a même un juge, il me racontait, c'est un magistrat qui le dit, un juge qui n'a pas payé d'impôts pendant 20 ans. Bon. Ça a été signalé. Ça a été signalé. Ben, on a une administration quand même qui sait regarder ce qui se passe. Mais elle ne peut pas saisir le procureur du ressort. Et lui, procureur de la République de ce ressort, me dit, tout le monde le sait dans mon ressort, je le sais, je n'ai pas le droit de saisir pour fraude fiscale. Donc ça doit remonter au ministre du Budget. Le filtre. Alors j'ai reçu le directeur du contrôle fiscal lundi dernier qui me dit, je lui dis combien d'affaires remontent ? Ah, il me dit dans les 15 000, mais bon, 6 000 sérieuses. J'ai dit c'est curieux, j'ai le chiffre là, j'ai mis un mal à l'avoir. Depuis 15 ans ou 20 ans, il y a toujours 1000 affaires transmises par le cabinet du ministre à la CIF, la commission des infractions fiscales, et qui ensuite redescend vers la justice. Alors il me dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas du tout le même nombre. J'ai dit foutez de moi, 994, 1042, etc. Sur ces affaires, vous n'avez que 10% qui donnent lieu à des peines avec prison et qui sont d'ailleurs avec sursis. Donc, et j'ai un magistrat qui m'a dit le blanchiment d'argent est organisé dans notre pays, est toléré au plus haut sommet de l'État, quels que soient les gouvernements, depuis des années. Et le problème de fond, c'est que si vous ne faites pas sauter ce verrou, si vous ne permettez pas à ce que la loi républicaine s'applique sur la fraude fiscale dans tout le pays, comme pour le voleur de mobilette ou le trafiquant de drogue, comment voulez-vous débloquer le système ? Parce que bien évidemment, une fois que vous faites remonter tout au sommet de l'État, ça devient monnaie d'échange. Et donc on est revenu dans une négociation de l'impôt, parce qu'on est dans la négociation de la fraude fiscale. C'est ça la réalité. Je suis désolé d'être cru. Et tant qu'on ne fera pas sauter ce verrou, alors c'est tout à fait symbolique, dans le projet de loi on va ajouter 2 magistrats de la Cour de casse et 2 je ne sais pas quoi. Bon, donc ce que je veux dire c'est que c'est la grande réforme. On va élargir un peu le pouvoir dans la commission. Voilà. Donc l'apport de cette grande loi contre la fraude fiscale, ça va être qu'on va changer le visage des magistrats qui siègent dans cette commission des infractions fiscales. Donc on se fout de nous, pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, et je n'en fais aucun élément d'attaque contre le gouvernement parce que c'était pas brillant avant. Donc c'est pas la question, c'est la question de savoir si on veut être un pays adulte. Et au-delà de ça, si on considère que dans le milieu économique, on respecte la loi ou pas. Il y a une confusion qui est faite dans notre pays entre la liberté d'entreprise et le respect de la loi, et le non-respect de la loi. Au point d'ailleurs que tous les gens de Bercy qu'on a auditionnés ont eu ces phrases extravagantes, nous disant, il y en a un qui nous a dit « Ah oui, il y a un effet de balancier. Un effet de balancier, vous savez, il y a des périodes. Il y a eu une période dans les années 90, quand Mme Guigou était là, Lionel Jospin, il y a eu un effort. Après, il y a eu une autre période, bon, je ne cite pas de nom, au ministre des Finances, où on a dit qu'il faut plus de liberté d'entreprendre, même à gauche. Et puis après, il y a eu une période à droite. Et puis après, il y a une période... Là, il y a un petit retour de balancier. Donc, un petit... Mais je lui dis, mais attendez, excusez-moi, l'application de la loi, ce n'est pas une question de balancier. Il me dit, oui, mais vous comprenez, dès qu'on fait quelque chose, on a le MEDEF, on a les associations d'entrepreneurs, on a... Mais je dis, mais attendez. On peut... La fraude fiscale, le vol, c'est du vol. Ils défavorisent les entreprises, ils rompent l'égalité des entreprises. Donc ce n'est pas un problème de liberté d'entreprise, c'est un problème d'État.
Il n'y a plus d'État. Et j'ajoute qu'avec ce système de passerelle entre le privé, le public, avec un système politique qui a des choses à se reprocher, avec la peur de voir ce que m'a dit un banquier suisse, mais monsieur Dupont-Aignan, vous n'allez pas me dire que vous êtes naïf. Mais vous savez très bien votre gouvernement sait très bien qu'il y a des comptes en Suisse, les services secrets sont là pour ça. Quel est le gouvernement qui va oser publier tout ça? Allez-y, allons-y. Et puis il me dit, de toute façon, et c'est le dernier point que je voudrais venir, attention à ne pas avoir un train de retard. Le compte en Suisse était très bien dans les années 70, dans les années 80. Aujourd'hui, il y a le TGV, il y a Internet. Avec ma tablette, vous ouvrez un compte à Singapour, là, je peux vous le faire devant, avec fausse identité. Je vous le fais en 5 minutes. Donc, il dit, nous, on va fermer tous ces comptes, parce qu'avec FATCA, on va être obligé. Mais c'est plus simple. Vos riches Français se mettent résidents en Suisse ou en Belgique, et ils vivent tous à Paris. Et ils vivent tous à Paris 11 mois sur 12. Et vous ne faites rien. Parce qu'avec le TGV, vous mettez 1h15 pour aller à Bruxelles. Donc, il n'y a plus la peine d'avoir un compte en Suisse ou au Luxembourg, puisque vos riches vont venir habiter chez nous et habiteront en fait à Paris, où ils iront sur les plateaux de télévision vendre leurs livres, présenter leur nouveau cinéma, leurs films, etc. Donc, là, je parle des particuliers, sur l'affaire entreprise. Donc, ce que je veux dire, c'est que, il y a un contexte favorable, il faut y aller, quel que soit le bord politique. Il faut marquer le coup, il faut les tenir à la culotte, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils nous racontent des salades en longueur de journée, des auditions ahurissantes, que ce soit des banques, que ce soit des hauts fonctionnaires. 2, il faut faire pression politiquement pour que les gouvernements aillent au maximum, et à cet égard, Offshore Leaks et tout ce que vous pouvez faire est très positif, parce que ça fera péter le système, et c'est comme ça qu'on avancera. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi s'adapter à l'évolution. C'est une guerre de vitesse. Et dans cette guerre de vitesse, il faut fonctionner avec un peu plus de rapidité. Et dernier point, on en parlera peut-être tout à l'heure, la fraude à la TVA. Je voudrais absolument parler avant la fin de séance, si je peux avoir 1 minute, parce que à côté, les riches Français qui sont en Belgique et même les prix de transfert, c'est rien, alors que la fraude à la TVA, on peut très bien, tout à fait bien, facilement, entre guillemets, y mettre fin. La Belgique y a mis fin, l'Angleterre y a mis fin, et nous perdons, je vous le certifie, 10 milliards d'euros par an. Sur uniquement la fraude à la TVA. Merci.